Iniciem una nova edició dels debats d'educació, la darrera del curs actual. Per als no habituals voldria recordar que Debats d'Educació és una iniciativa de la Fundació Jaume Bofill i dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya, que vam iniciar l'any 2003 i que, per tant, es troba en el moment actual en la seva 6a edició. No voldria deixar d'agrair en aquest moment d'inici al MACBA la possibilitat repetida que ens dona de portar a terme aquest debat en aquest magnífic espai. L'objectiu de Debats d'Educació és promoure un fòrum de discussió i de sensibilització entorn dels temes d'actualitat i de fons que considerem clau en relació a les qüestions a què ha de donar resposta al sistema educatiu davant els reptes que li planteja el nostre complex context social, polític i econòmic. Per aquest propòsit, aquest curs hem comptat amb les intervencions de Daniel Penach, de Zygmunt Bauman, de Julio Caravagna, la darrera de David Hopkins. Totes les seves ponències, com sempre, les podreu trobar recollides en la web dels debats d'educació, a què també, si voleu, us podreu subscriure per rebre puntualment tota la informació de les properes edicions. Avui, amb el mateix objectiu, mantenint la mateixa proposta dels debats, tenim el privilegi de poder comptar amb la presència destacada del professor Robert Castel, director de l'Escola d'Alts Estudis de Ciències Socials de París, que ens ajudarà a interpretar la relació entre escola i treball en temps d'incerteses com els que estem vivint. Però serà l'Anna Jolong, la responsable de l'àrea d'educació de la Fundació Jaume Bofill, qui us presentarà amb més deteniment el nostre ponent d'avui. Bé, com ens deia en Josep Maria Mominó, el Robert Castel és director de l'École des Études, és director d'estudis. Jo crec que és un dels sociòlegs francesos probablement més citat i que ens és referent per a molts en l'àmbit de les transformacions del món del treball i en l'àmbit també de les transformacions de tot el que es refereix a la protecció social i els drets socials de l'individu. Les seves anàlisis sobre la qüestió social tenen com a referent potser més significatiu la publicació l'any 1995 de La métamorphose de la question sociale, une chronique du salariat, i després en Robert Castel ha fet altres publicacions que ens ajuden a comprendre en les seves anàlisis de la qüestió social quines són les transformacions que estem vivint en el món d'ara i aquesta fragilització de la cohesió social. Tenim un llenguatge que integra moltes vegades terminologia que és terminologia Castel, en certa manera, quan parlem de la desafiliació, quan parlem de dinàmiques de vulnerabilitat social. De fet, és ell qui ha introduït tot aquest llenguatge per ajudar a comprendre la realitat i el que està passant ara. Si hagués de dir coses per destacar de la figura i del treball del professor Robert Castel, jo diria que una de les coses més interessants és en la seva aproximació sempre a la voluntat de fer referència a la història i els coneixements que ell té i el que ha arribat a estudiar del que és el passat i la història per poder comprendre el present. Ell afirma i creu que no podem comprendre les transformacions actuals i els moments i els temps que vivim sense una perspectiva històrica i per tant de dinàmica i de transformació al llarg del temps. I un altre tret destacable que té relació amb la conferència d'avui i en el moment de demanar-li que ens vingués a un debat d'educació, jo crec que és el seu rigor acadèmic, que fa que en Robert Castel sovint digui jo no sóc especialista d'això, no em preguntis sobre això, no és el meu tema. Li hem demanat si, des de la seva perspectiva de sociòleg del treball
i de la protecció social ens podia il·luminar o ens podia donar o aportar llums al que està passant en el món de l'educació. I ell ha insistit que no era especialista en el món de l'educació, però tot i així estem convençuts que la seva aportació ens pot ser interessant per entendre també quines transformacions s'estan donant en el món de l'escola i en el món de l'educació que estan clarament vinculades amb les transformacions que està vivint la nostra societat en d'altres àmbits. Fer referència també a l'últim llibre d'en Robert Castel, que és La montée des incertitudes, on planteja aquests reptes que ens planteja la crisi del treball i la crisi de la cohesió social i una societat cada cop més individualitzada. Deixeu-me dir també que quan se li pregunta al Robert Castel sobre el futur, moltes vegades ens diu que ell no és profeta, però jo crec que sí que en el que aporta la seva lúcida anàlisi ens ajuda a comprendre, si més no, la realitat del present amb aquesta perspectiva històrica, però també apuntant perspectives de futur que ens poden ser interessants i que ens poden ajudar a avançar i a millorar. Perquè el que fonamenta també l'anàlisi i la voluntat de comprendre d'en Robert Castel és, en certa manera, el fer de la societat una societat més solidària, més interdependent i més justa. Moltes gràcies, al professor Robert Castel per haver volgut participar avui d'un debat d'educació i, sense més, li donem la paraula. Également pour votre invitation qui m'honore beaucoup et c'est un plaisir pour moi d'avoir l'occasion de discuter avec vous puisque j'étais à Barcelone, mais cependant en même temps cette invitation m'embarrasse un peu. Tout d'abord je suis obligé de vous demander de m'excuser d'être incapable de parler catalan ou même castillan. C'est un premier handicap. Il y en a un second. Je ne connais pas la situation espagnole d'assez près pour avoir la possibilité d'argumenter ce que je vais dire à partir de ce qui se passe ici. Donc, je serai obligé de m'appuyer surtout sur des données françaises. Il me semble que les situations sont assez voisines entre nos deux pays pour que l'interprétation que je propose puisse faire sens ici, mais il faudra en discuter. Et troisièmement, et c'est sans doute le plus grave, je ne suis pas, comme avait rappelé, du tout spécialiste des problèmes de l'éducation. C'est-à-dire que j'ai surtout élaboré ce que j'avance à partir des transformations du travail, de la protection sociale, du statut qui est donné aujourd'hui dans nos sociétés à l'individu. Alors, les questions de l'éducation sont prises dans ces transformations, mais elles ont aussi leur spécificité et je suis incapable d'analyser ces spécificités en elles-mêmes. Alors, ce que je peux essayer de faire de mieux ou de moins mal, c'est d'abord de présenter un cadre assez général, c'est-à-dire un processus de transformation qui, à mon avis, affecte d'abord principalement l'organisation du travail, mais se répercute dans différentes institutions, dont l'école. Mais je pense qu'il faudra plutôt laisser à notre discussion le soin d'expliciter plus précisément ces répercussions sur l'éducation. Alors, d'ailleurs, en discutant un petit peu avec Anna Jolon, là, nous avons pensé intituler ce que je vais vous dire « La crise de la cohésion sociale, travail et école, ou école et travail dans un temps d'incertitude », avec les réserves que je viens de dire sur l'école. Je voudrais donc proposer une interprétation
de la crise que nous traversons en tant qu'elle défait, je pense, nos certitudes, qu'elle dérégule les structures d'organisation et de transmission auxquelles nous nous étions habitués. Car en parlant de crise, je ne cours pas après l'actualité, car il ne s'agit pas seulement du cataclysme financier qui a éclaté l'année dernière et dont tout le monde parle aujourd'hui. Il me semble que ce qui est arrivé il y a à peu près un an, c'est un épisode particulièrement spectaculaire et particulièrement dramatique d'un processus qui a commencé en amont. Et il y a une trentaine d'années, effectivement, on a commencé à parler de crise en Europe occidentale vers le milieu des années 70, peut-être d'ailleurs un petit peu plus tard en Espagne, compte tenu du retard dû à l'héritage du franquisme. Mais on a effectivement commencé à parler de crise vers donc, les années 70-80, mais on n'en a pas compris tout de suite l'importance, et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais alors, crise donc, mais qu'est-ce qui est en crise? Enfin, crise de quoi? Il me semble que c'est une crise de la cohésion sociale elle-même, ou plus précisément de la forme spécifique que la cohésion sociale avait prise à la fin du capitalisme industriel, et que je vais préciser un peu. Je fais l'hypothèse d'une grande transformation, pour parler comme Karl Polanyi, de l'ensemble de notre structure sociale qui a commencé il y a une trentaine d'années. Et cette transformation, c'est, pour le dire d'abord très schématiquement, la sortie du capitalisme industriel, avec la remise en cause des formes de régulation auxquelles il était finalement arrivé vers les années 60-70, et le passage à un nouveau régime du capitalisme, plus sauvage, qui impose de plus en plus une concurrence exacerbée au niveau international, avec la mondialisation et en particulier l'emprise de plus en plus grande du capital financier international. Alors, cette crise ou cette transformation affecte à peu près tous les secteurs de l'existence sociale, et les principales institutions dont l'école, mais je disais que je ne peux pas avoir la prétention de couvrir tous ces secteurs, et je suis donc obligé de faire un choix, et j'insisterai beaucoup sur les transformations intervenues d'abord dans l'ordre du travail, parce qu'il me semble, j'essaierai de le justifier, que ces transformations de l'ordre du travail sont un peu comme l'épicentre de cette crise, qui ensuite se répercute bien au-delà, et d'abord, je crois, dans le secteur des protections, de la protection sociale. Et je pense qu'il y a une relation profonde entre crise du travail et crise de la protection sociale, que j'essayerai d'expliciter un peu. Mais il faudrait aussi peut-être aller un peu plus avant, parce que je crois que la crise du travail, la crise des protections déstabilise un nombre croissant d'individus qui n'ont plus les conditions de base de leur indépendance économique et sociale. Et c'est vrai, je crois, que à travers la crise du travail, la crise des protections, nous devenons de plus en plus, comme on dit, une société des individus, comme Norbert Elias avait commencé à le dire.
Mais je pense qu'il faut être conscient que cette promotion de l'individu se paye aussi de l'invalidation de certaines catégories d'individus qui n'ont pas les moyens d'obéir à cette injonction qui est faite aujourd'hui partout et à tout le monde, de se conduire comme des individus responsables. Et j'essayerai aussi de tirer cette implication dans la construction d'une catégorie d'individus que j'appelle des individus par défaut. Mais en disant cela, bon, nous ne serons pas encore arrivés à l'éducation proprement dite, et je l'aborderai simplement sous forme de quelques questions, c'est-à-dire dans quelle mesure cette dynamique de la crise que j'essaye de dégager peut aussi rendre compte de cette crise de l'école en affectant ses publics et ses modes de fonctionnement. Mais je souhaiterais plutôt qu'on essaye d'y réfléchir ensemble, parce que vous avez, beaucoup d'entre vous, des choses plus précises que moi à dire là-dessus. Alors, donc, pour commencer, il me semble que pour apprécier la nature et l'ampleur d'une transformation, il faut rappeler rapidement la situation antérieure dont la crise bouleverse la configuration. Quelle était donc la forme de cohésion sociale qui prévalait avant que cette crise, entre guillemets, ne se déclenche vers le début des années 60? Bien, je crois qu'on pourrait dire que le capitalisme industriel lui-même avait commencé à s'implanter d'une manière très sauvage. Voir par exemple la condition des prolétaires de la première moitié du XIXe siècle, hein, à la fois misérables et méprisés, et perdant littéralement toute leur vie à la gagner dans une insécurité sociale totale. Cependant, à la suite d'une longue histoire de plus d'un siècle, une certaine forme d'équilibre avait été trouvée. C'est ce que l'on a appelé le compromis social du capitalisme industriel qui s'est affirmé dans ces années 60, début des années 70, et avec c'est-à-dire un compromis, une certaine forme d'équilibre entre les intérêts du marché, du capital d'une part, qui permet la rentabilité et la compétitivité des entreprises, et d'autre part les intérêts du monde du travail qui accepte ou qui se résigne à la subordination salariale et donc au régime du capitalisme, mais qui bénéficie en contrepartie d'une certaine sécurité et de certaines protections. Un salaire qui est censé être à peu près décent, ce que nous appelons en France le SMIC, enfin salaire minimum interprofessionnel garanti, un droit du travail contre l'arbitraire patronal et des protections assez fortes, droit à la santé, droit à l'indemnisation du chômage, droit à la retraite, etc. Alors, bon, ce compromis était un peu boiteux, comme tous les compromis, hein. Il n'empêchait pas les conflits, il laissait subsister des injustices et des inégalités qui pouvaient être très importantes, mais en même temps, il assurait à la majorité de la population, du moins dans les démocraties d'Europe occidentale, une protection sociale étendue. Et
les conditions finalement minimales d'une certaine indépendance économique et sociale. Alors, ce n'était pas une solution héroïque des problèmes, mais en particulier la révolution n'avait pas eu lieu, du moins en Europe occidentale, mais ce n'était pas du tout pour autant une différence marginale, c'était, je crois, quasi un changement de nature dans la condition salariale. Et d'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffirait de comparer la situation de ce prolétaire misérable et méprisé que j'ai évoqué tout de suite, là, avec ce qu'était devenu un salarié moyen dans les années 60-70, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Il était une sorte justement sa situation n'était pas merveilleuse, n'était pas extraordinaire, mais je le répète, il avait les conditions de base, des ressources, des droits qui lui permettaient de se conduire comme un individu à part entière dans la société. Cependant, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait ce petit détour historique, peut-être aussi parce que faire des détours par l'histoire, c'est un petit peu mon vice, mais enfin j'espère que ça éclaire un petit peu les choses, parce que cette consolidation de la condition salariale que je viens d'évoquer, cette promotion d'une sécurité sociale assez généralisée, s'était faite à travers des formes d'organisation collective. Collectif de travail associé au développement de la grande industrie, syndicats puissants qui représentaient les intérêts collectifs de grandes catégories homogènes de travailleurs, conventions collectives à partir desquelles ça n'est plus un salarié isolé qui contracte avec son patron, et dans ce cas, il se fait toujours flouer, mais désormais, il peut s'appuyer sur des conventions qui ont été collectivement négociées ou imposées. Régulation du droit du travail et de la protection sociale qui représentent des droits collectif, développement d'un système de services publics efficace, qui est aussi la marque de la prépondérance de l'intérêt collectif sur les intérêts privés, la reconnaissance du fait que certains services sont trop importants pour la collectivité pour être laissés à la loi du marché. Et on peut souligner que dans ces services publics, l'éducation nationale occupe une place de choix. Et dans les pays industrialisés d'Europe occidentale, les systèmes scolaires sont parvenus à donner une éducation solide, du moins au niveau primaire, à l'ensemble des enfants de la nation. Donc je crois qu'aussi le système public dont l'éducation nationale est un des exemples les plus importants, des illustrations les plus importantes, et s'inscrit ça dans cet ensemble de collectifs. Et j'ajouterais que le rôle joué par l'État dans cette construction de garantie collective, l'État social, dont on pourrait dire qu'au fond, il est le collectif des collectifs, car c'est lui qui garantit ses protections, ses services et leur donne force de loi. On peut donc dire que dans cette configuration de la cohésion sociale telle qu'elle s'était imposée à la fin du capitalisme industriel, c'est le collectif qui protège et c'est le collectif qui assure. C'est parce que les individus sont pris à différents niveaux dans de grands systèmes de garantie collective qu'ils disposent
de ressources, de droits, qui sont donc ces conditions minimales de leur indépendance sociale. Et je crois que c'est à partir de ce background que l'on peut comprendre la nature et l'ampleur de la crise telle qu'elle se déclenche dans les années 70. Le capitalisme industriel était parvenu à ces formes relatives d'équilibre collectif. Le nouveau capitalisme qui se met en place à partir de ces années 70, début 80, va ébranler et à la limite dissoudre ces formes de régulation collective. Parce que, et je crois que c'est le point sur lequel il faut insister, il impose une dynamique de décollectivisation ou de réindividualisation. Et c'est vrai d'abord au niveau de l'organisation du travail, où on assiste, et ça continue de nos jours, à une individualisation croissante des tâches de travail qui exige, dit-on, la mobilité, l'adaptabilité, l'aptitude à faire face au changement. Et c'est en même temps l'éclatement de la plupart des collectifs de travail. Et même, par exemple, dans ces grands bastions du capitalisme industriel, comme les usines de construction automobile, par exemple, le travail se fait désormais en petites unités qui sont censées gérer leur propre production. Elles font appel à des travailleurs temporaires, à des intermittents. Elles pratiquent largement la sous-traitance. Et donc, les anciens collectifs de travail, dont le taylorisme était le paradigme, sont cassés. Et le plus souvent, les employés, les travailleurs, sont renvoyés à eux-mêmes et mis en concurrence les uns par rapport aux autres ou les uns contre les autres. Mais je crois que la même mise en mobilité s'observe sur le plan des carrières professionnelles qui également sont de moins en moins inscrites dans les régulations collectives de l'emploi stable. Il faut souvent changer d'emploi, passer par des alternances d'emploi et de non-emploi, se retrouver parfois au chômage. Et je crois qu'on pourrait dire d'ailleurs que le chômage de masse et la précarisation des relations de travail sont sans doute les deux grandes caractéristiques nouvelles qui surplombent désormais aujourd'hui le monde du travail et qui sont tout à fait différente de la situation qui prévalait il y a 30 ans, caractérisée par le quasi-plein emploi et par l'hégémonie d'un statut de l'emploi à temps complet et fermement encadré par le droit du travail et la protection sociale. Et c'est évidemment un changement fondamental parce qu'il tend, au fond, à fragiliser, si ce n'est à dissoudre, le socle, au fond, sur lequel s'était construite la société salariale. Alors, on pourrait d'ailleurs en parler pendant très longtemps, et je n'ai évidemment pas ce temps, mais je voudrais particulièrement souligner que non seulement il y a du chômage de masse, c'est-à-dire d'ailleurs, entre parenthèses, que ce nouveau capitalisme qui s'est mis en place, qui se met en place, ne paraît pas incapable d'assurer un véritable plein emploi. La preuve, c'est que ce chômage de masse, mais donc c'est très important, mais au moins aussi important, il y a aujourd'hui la multiplication d'activités qui se développent en deçà de l'emploi.
qui sont mal rémunérés, mal protégés, comme si ce nouveau capitalisme n'était pas tellement intéressé par un vrai plein emploi, parce que l'emploi, c'est coûteux, ça donne des garanties aux travailleurs qui peuvent être conçus comme des obstacles au libre déploiement des entreprises. Mais en tout cas, même s'il n'a pas besoin de plein emploi, il a besoin de la pleine activité, parce qu'on n'a pas inventé beaucoup autre chose que le travail pour produire les richesses. Alors, il faut travailler. Il faut que tout le monde travaille. Et je ne sais pas si c'est exactement la même chose en Espagne, mais par exemple, c'est ce qu'on nous raconte, en particulier depuis plusieurs années, avec une insistance, à commencer par notre président de la République. Il faut, à travers d'ailleurs en même temps une condamnation des gens qui ne travaillent pas, des assistés qui sont perçus comme des parasites, des chômeurs qu'on accuse souvent d'être des chômeurs volontaires, comme si c'était de leur faute. Mais bon, il y a une sorte de chantage qui s'exerce au fait que tout le monde doit travailler. Mais si tout le monde doit travailler, il ne faut pas être trop regardant. Et à la limite, il ne faut pas être regardant du tout sur les contreparties attachés au travail en termes à la fois de salaire et de protection sociale. Et c'est ainsi, par exemple, qu'on devient travailleur pauvre. Et la catégorie de travailleurs pauvres a refait surface, si je puis dire, dans le paysage social, du moins en France, depuis une dizaine d'années. Parce que, bon, il y avait évidemment toujours eu des travailleurs pauvres, et ça avait été même de manière séculaire la caractérisation de la condition de travailleur avant justement ce développement du compromis social dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais désormais, on voit ressurgir cette figure du travailleur pauvre, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent, mais qui, à travers leur travail, n'arrivent plus à tirer les ressources de base pour satisfaire à leurs besoins et à ceux de leur famille. Donc, je crois, transformation considérable dans l'ordre du travail, dont on pourrait parler plus longtemps, mais j'ajoute que ces changements donc, intervenus dans l'ordre du travail ont une incidence directe sur le système des protections. Et que cette relation entre régime du travail et régime des protections soit directe, c'est une quasi-évidence, du moins en France en particulier, où les protections sociales, en tout cas les protections les plus fortes, avaient été construites justement sur la base d'un travail stable. Et c'est le système des assurances, des assurances sociales qui, en France, mais je crois en partie aussi en Espagne, est essentiellement financé à partir des cotisations patronales et salariales issues du travail. Et on comprend que ce système soit gravement affecté par le chômage de masse et cette précarisation du travail dont je viens de parler. Parce qu'il y a un nombre croissant de gens qui ne peuvent plus bénéficier de ce type de protection, soit parce qu'ils ne travaillent pas, le chômage par exemple, soit qu'ils travaillent sous des formes tellement précaires, tellement dégradées qu'ils ne peuvent s'auto-assurer à partir de leur travail. Et c'est pourquoi, et je pense que ça n'est pas un hasard,
à partir, en tout cas en France, mais il faudra discuter éventuellement des corrélations avec l'Espagne, mais en France, c'est à partir du milieu, justement, des années 75 qu'on a vu se multiplier un autre type de protection qui obéissent à la logique des minima sociaux, dont le revenu minimum d'activité, dont vous avez sans doute entendu parler, ce qu'on appelle le RMI, est particulièrement caractéristique, mais je crois qu'il faut ajouter toute une nébuleuse de mesures, ce qu'on appelle les politiques d'insertion, la politique de la ville, le traitement social du chômage et une foule de mesures dites de lutte contre la précarité et l'exclusion sociale, dont je suppose que vous avez au moins partiellement l'équivalent en Espagne. Et alors, je crois qu'il faut remarquer que, d'une part, évidemment, ces protections sont inférieures à celles qui avaient été construites à partir du travail, mais aussi qu'elles sont accordées sous conditions de ressources, comme on dit. C'est-à-dire que leurs bénéficiaires doivent montrer qu'ils sont dans le manque. Enfin, ils ont besoin de ces prestations parce que ils sont en deçà du régime commun des échanges alimentés par le travail. Alors, je ne dis pas ça d'ailleurs du tout pour condamner ces mesures qui sont utiles et même nécessaires pour des personnes en grande difficulté, mais je crois qu'il faut néanmoins constater que cette infériorité de ce type de protection et qui aboutissent d'ailleurs à la limite à des situations un peu curieuses et un petit peu bâtardes où des gens se retrouvent à moitié des travailleurs et à moitié des assistés. Je pourrais prendre des exemples, mais je ne voudrais pas vous lasser, parce qu'en plus, ça devrait être des exemples français, puisque je ne peux pas appuyer sur un matériel espagnol, mais il y a ce que nous appelons, par exemple, les contrats aidés, ou bien toutes des mesures très importantes qui se mettent en place en ce moment, et on appelle le revenu de solidarité active, et qui sont présentés comme la grande mesure sociale du gouvernement Sarkozy. Bien, ça veut dire qu'on incite des gens à reprendre du travail, mais évidemment, c'est souvent quelques heures par semaine, de façon, ou bien pendant 6 mois, éventuellement renouvelable, mais pas nécessairement renouvelable. Et donc, des gens travaillent un petit peu, j'allais dire, sont des demi-travailleurs ou des quarts de travailleurs ou des salariés, et pour une part, relèvent pour l'autre moitié, par exemple, de leurs revenus des deniers publics, de la solidarité nationale. Alors là, encore une fois, je ne dis pas ça pour condamner ce type de mesures, ce serait un peu désinvolte, parce que ces gens, évidemment, ils en ont besoin et ça peut les aider, mais c'est quand même une dégradation tout à fait considérable, à la fois par rapport au statut de l'emploi, et vous voyez comment ça s'articule, et aussi par rapport à un système justement de protection construit à partir du travail. Et on pourrait peut-être traduire cela en disant qu'on assiste à une certaine remarchandisation du travail et une certaine remarchandisation de la protection sociale également.
Hein. Bon, je crois qu'il faut ici, ne pas avoir des affirmations trop brutales. S'agissant de la protection sociale, c'est pas une marchandisation directe. Hein. On ne vend pas ces protections sur un marché comme un produit commercial. On ne peut pas vendre son droit à la retraite, par exemple, sur un marché. Mais je crois qu'on peut constater que ces protections inconditionnelles qui étaient tout à fait en dehors de la logique du marché, comme le droit à la retraite, sont de plus en plus concurrencées par cet autre type de protection qui relève de la logique des minima sociaux et qui sont de plus en plus livrés justement sous condition de contrepartie. Je suppose que vous devez connaître l'équivalent de ça, parce que c'est d'ailleurs des choses qui nous viennent d'Europe, hein, des trucs comme ça. Ce que l'on appelle l'activation des dépenses passives. L'activation des dépenses passives, ça veut dire qu'on ne devrait plus accorder automatiquement des ressources ou des revenus. Il devrait y avoir toujours une contrepartie de la part du bénéficiaire. Autrement dit, il faut que la personne que l'on aide donne quelque chose en retour, fasse un effort, ceci pour la faire s'activer, pour qu'elle ne soit pas un consommateur passif de prestations, un simple assisté. Ce qui part certainement d'une bonne intention, parce que c'est jamais bon d'être un pur assisté, mais il faut constater en même temps que c'est l'introduction d'une logique marchande dans les politiques sociales. Hein, c'est du donnant-donnant, hein, pas de prestations sans contrepartie. Or, je pense que c'est peut-être demander beaucoup et trop à des gens qui ont très peu à donner. Hein, parce que c'est vrai que un bénéficiaire de prestations sociales, c'est quelqu'un qui est en situation difficile, qui par exemple n'a pas de travail, a un certain nombre de problèmes, et c'est peut-être trop lui demander. Hein, par exemple, de construire, comme ça se fait en France dans les politiques d'insertion. Hein, bon, t'es paumé, t'es dans le malheur, fais un projet de vie, hein, pour changer ta vie. Enfin, un contrat. Hein, on ne demande pas ça tous les jours à tout le monde, hein, parce que et même on ne le demande pas souvent à des gens qui ont des positions assez stables, assez assurées. Et je pense, mais en même temps, je donne ça à discuter, évidemment, mais que donc cette introduction de la logique de contrepartie, c'est donc l'introduction d'une logique marchande dans un espace qui, à mon avis, ne devrait pas être celui-là. Parce que il me semble que les gens qui sont en difficulté devraient avoir un droit au secours, c'est-à-dire parce qu'ils sont considérés comme des citoyens, et dans ce cas, ils ont le droit d'être secourus, et donc qui n'ont pas à entrer dans cette logique marchande de la contrepartie, parce que d'ailleurs, provisoirement, ils sont, au moins provisoirement, ils sont incapables de l'assumer. Alors, bon, en tout cas, je soumets évidemment, parce que je souhaiterais qu'on ait une discussion, ça, pour qu'on puisse en discuter. Et d'ailleurs, j'en tirerai une autre implication de cette grande transformation qui concerne le statut de l'individu lui-même, ou en tout cas d'un grand nombre d'individus que j'ai proposé
d'appeler, entre guillemets, évidemment, individu par défaut ou par manque, parce que la dégradation du travail, la dégradation des protections peut entraîner une dégradation de l'individu lui-même, ou du moins de certaines catégories d'individus qui sont privés de la capacité de se conduire avec ce minimum d'indépendance dont je parlais tout à l'heure. Et je crois qu'on peut comprendre ça. D'ailleurs, si on comprend qu'un individu, c'est pas une espèce d'entité comme ça qui tombe du ciel, armée de toutes ses capacités. Pour pouvoir se conduire comme un individu, il me semble qu'il faut des conditions, des supports. Et d'ailleurs, l'histoire sociale montre, même si je n'ai pas le temps de déployer cette démonstration, que l'individu moderne, pour être affranchi du besoin, pour pouvoir se conduire comme un être responsable, a d'abord eu besoin du support de la propriété. Et c'est d'ailleurs pour cela que les prolétaires que j'ai évoqués tout à l'heure n'avaient pas, à proprement parler, le statut d'individu. Ils étaient complètement méprisés, ils étaient conçus comme de nouveaux barbares, comme on disait à l'époque, et ils n'avaient vraiment rien à voir avec la déclaration de l'individu moderne telle qu'elle est affichée, par exemple, dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, libre, responsable. Bon, le prolétaire ne pouvait pas être ça. Et par contre, effectivement, ces prolétaires misérables ont acquis le statut d'individu à part entière lorsqu'ils ont acquis ou conquis des droits. Ils sont devenus propriétaires de ressources et de droits suffisants pour être affranchis du besoin. Et je crois qu'on pourrait dire qu'il y a eu une généralisation ou une démocratisation de la capacité d'être positivement un individu à partir du moment où la grande majorité de la population d'un pays comme la France par exemple, mais pas seulement, a disposé de ses ressources et de ses protections pour qu'il puisse conduire sa vie avec cette indépendance. Et c'est donc, bon, je reviens pas, mais j'insiste sur le fait que c'était sur la solidité du statut de l'emploi que ce travailleur tirait l'essentiel de ses ressources et de ses protections. Et on conçoit donc que lorsque ce socle s'effrite, ou à plus forte raison lorsqu'il disparaît, l'individu lui-même se fragilise et à la limite se retrouve complètement invalidé. C'est le cas, par exemple, du chômeur de longue durée. Je crois que toutes les études sur le chômage montrent bien que ce que le chômeur perd, ce n'est pas seulement ses revenus. Ça peut aller jusqu'à fracturer son identité sociale. Bon, c'est aussi le cas des jeunes en quête d'emploi et qui galèrent, comme on dit. Alors, je ne sais pas comment on traduirait ça en espagnol, qui vivent un peu au jour le jour. Il y avait une expression au XIXe siècle qui s'appliquait à une grande partie du peuple, vivre au jour la journée. Et je crois qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, il y a de plus en plus de gens qui vivent au jour la journée et donc qui sont dans l'incapacité d'être pleinement des individus. Non pas qu'ils n'aient pas envie de l'être, et simplement
il ne leur est pas donné les moyens d'être ces individus qui voudraient être, parce qu'il manque de ressources, de support pour réaliser cette aspiration d'être les individus. Et donc, il me semble que, oui, à une époque où, en particulier, l'idéologie libérale est dominante, où on célèbre comme ça l'individu, le sens des responsabilités, le goût d'entreprendre, la nécessité de se libérer des contraintes étatiques et bureaucratiques. Bon, il faut interroger cette aussi idéologie dominante. Enfin, parce que moi, personnellement, je pense que l'individu est bien la valeur de référence de notre société, et que être un individu libre et responsable, dans la lignée d'ailleurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est un bel idéal, et peut-être même un idéal indépassable, mais seulement, sociologiquement parlant, ça reste souvent un idéal, parce qu'il y a des manières problématiques d'être un individu, et même des situations, et elles sont sans doute de plus en plus nombreuses, où justement les individus manquent de ces ressources de base. Autrement dit, et c'est un thème aussi que je propose pour que nous y réfléchissions, la dynamique de la modernité, qui a été la dynamique de la promotion, effectivement, de l'individu, peut aussi porter des tendances à invalider et déqualifier les individus. Et il me semble aussi que un peu le rôle de la sociologie, c'est de prêter attention à ces zones un petit peu grises, peut-être un petit peu honteuses de la vie sociale, alors qu'on exalte aujourd'hui le fait d'être sujet, d'être individu, mais c'est pas donné à tout le monde. Malheureusement, c'est pas pour tout le monde, et c'est, je crois, quelque chose qu'il faut sérieusement prendre en compte. Alors, voilà en tout cas quelques-unes des principales lignes comme ça qu'on pourrait suivre pour essayer de rendre compte de cette crise actuelle, donc comme affaiblissement des régulations donc construites à la fin du capitalisme industriel. Et d'ailleurs, peut-être qu'on pourrait prendre le cas de la crise que nous vivons actuellement, cette crise financière qui a éclaté l'année dernière, comme finalement un passage à la limite de cette dynamique de dérégulation que j'ai évoquée. Parce que, je sais bien que cette crise, c'est d'abord une crise financière, et qui a sa spécificité au niveau des dysfonctionnements de la finance internationale, la folie des banques, etc. Mais en même temps, je crois qu'on peut faire une analyse, on pourrait dire, systémique de cette crise. C'est-à-dire que c'est pas pour rien qu'elle a éclaté il y a à peu près un an, là, c'est-à-dire finalement dans le prolongement de ces dynamiques de déprotection qui affectaient l'ordre du travail, l'ordre de la protection sociale. C'est-à-dire que
on nous a répété depuis 20 ans, depuis 30 ans, que les protections sociales étaient trop fortes, que l'État social était trop puissant, que le droit du travail était un obstacle au libre déploiement des entreprises. Et il y a eu un certain nombre de réformes d'inspiration libérale qui ont rogné sur ces protections. Et je crois qu'on pourrait voir, bon, ça aussi c'est une interprétation que je vous propose et que je conçois qu'on puisse la discuter, bon, ben, que la financiarisation totale, hein, c'est au bout de ce processus. Il y a un vieux proverbe chinois qui dit le poisson pourrit par la tête. Mais la tête ne pourrirait pas si le corps n'était pas d'abord malade, gangréné. Et je crois, bon, évidemment, c'est une métaphore, mais la tête du capitalisme aujourd'hui, c'est le capital financier international, et apparemment, il y a quelque chose d'un petit peu pourri quand même, hein, dans son fonctionnement. Mais justement, ça me semble-t-il, ça ne serait pas arrivé si ça n'avait pas été préfacé, préparé dans ce qui s'était passé d'abord dans le corps, c'est-à-dire au niveau de ce qu'on appelle l'économie réelle et de l'organisation du travail social. C'est en tout cas, disons, une hypothèse que je voudrais vous soumettre à la discussion et bien entendu aussi à vos critiques. Alors, bon, j'ajoute évidemment qu'en disant ce que j'ai dit, là, je n'ai pas du tout eu la prétention d'être exhaustif sur les différents registres de cette crise, et que donc j'ai centré mon propos sur la dégradation du travail, de la protection sociale et le statut de certains individus. Mais si cette crise a cette ampleur, elle affecte, je pense aussi, l'ensemble des institutions sociales, de la famille à l'école, en passant sans doute par les églises, les partis, les syndicats, les communautés territoriales. Mais elle les affecte selon des formes spécifiques. Je crois qu'il faut analyser pour elles-mêmes, parce que, heureusement ou malheureusement, il n'y a pas d'esprit encyclopédique qui puisse couvrir tous ces champs, et c'est pourquoi il y a des spécialistes de ces différentes questions, et en particulier des sociologues de l'éducation. Et je ne peux pas prétendre prendre cette place. Je dirais seulement que je crois aussi qu'on peut parler aujourd'hui d'une crise du système éducatif entendue comme une modalité de cette crise générale. Il y a en France un bon sociologue, il n'est pas le seul d'ailleurs, mais en particulier, je pense, particulièrement intéressant, qui s'appelle François Dubé, peut-être certains d'entre vous le connaissent, qui parle de la crise du programme institutionnel de l'école. Je crois que de fait, le rôle de l'école, bon, en particulier l'école républicaine en France, enfin l'école publique, laïque, gratuite et obligatoire, a été fondamental pour construire l'unité nationale. Et ce serait d'ailleurs peut-être une différence importante avec l'Espagne, qui, pour le meilleur ou pour le pire d'ailleurs, rend, je crois, dans une grande mesure compte de cette espèce de centralisme et d'homogénéité de la société française. Mais alors, François Dubé parle du déclin de l'institution scolaire pour
décrire les difficultés croissantes que rencontre l'école pour réaliser un tel problème. L'école moderne a de plus en plus de mal à avoir un rôle homogénéisateur. Et je crois, n'étant pas, comme je le disais, spécialiste, je crois qu'il faudrait renvoyer ici aux analyses, par exemple, de François Dubé, mais d'autres sociologies de l'éducation. J'ajouterais, en ce qui me concerne, que j'ai pris conscience de la pertinence de ce type d'analyse à l'occasion d'un travail que j'ai fait sur les banlieues et sur le traitement des minorités ethniques en France. Et il me semble que la situation scolaire dans les banlieues françaises illustre bien cet échec actuel du système scolaire à imposer une culture commune à des jeunes qui appartiennent aux milieux les plus défavorisés et qui sont souvent d'origine immigrée. Et les taux d'échec scolaire, la proportion des jeunes qui quittent l'école sans aucun diplôme montrent bien que, en tout cas dans certains espaces, l'école est impuissante à jouer ce rôle de homogénéisateur que j'évoquais tout de suite. Et que, au fond, on pourrait dire que la logique scolaire, avec son idéal de traiter à parité tous les enfants, de leur assurer les mêmes chances de réussite, ce fonctionnement est percuté par des facteurs de dissociation sociale, des antagonismes d'origine ethnique. Et il semble que l'école ne peut plus se contenter de s'adresser à tous les élèves d'une manière indifférenciée. Et c'est d'ailleurs ce qui a donné lieu à la création de ce que nous appelons en France les zones d'éducation prioritaire, les ZEP, qui mettent dans ces zones défavorisées, comme les banlieues, des moyens spéciaux pour essayer de faire de la discrimination positive à l'égard de ces jeunes. Et il me semble que ces entreprises sont extrêmement intéressantes et il vaudrait la peine d'en discuter. Et en tout cas, elles donnent à voir, au fond, les relations qui existent entre les difficultés du système scolaire et la crise de l'école, si on veut, d'un côté, et ces facteurs de dissociation sociale que j'ai évoqués précédemment. La dégradation de l'emploi, la montée de la précarité, le creusement des inégalités sociales, la marginalisation de certaines catégories de population, etc. Et il y a actuellement en France une controverse extrêmement intéressante sur ces formes justement d'application de la discrimination positive dans le système scolaire. C'est-à-dire, au fond, faire plus pour ceux qui ont moins. Et donc de des efforts spéciaux en direction de ces élèves en difficulté. Ce qui est objet de controverses, en particulier les partisans les plus intransigeants de l'école classique, vous voyez, qui dénoncent ces pratiques comme contradictoires par rapport à l'idéal de l'école, de traiter à parité tous les élèves. Et il y a actuellement des débats là-dessus en France, mais moi j'aurais tendance
à défendre ces mesures de discrimination positive, parce que je crois qu'on constate que une application trop rigide du modèle homogénéisant de l'école a des effets contradictoires et aboutit souvent à creuser les inégalités, parce qu'elle exclut un nombre, elle exclut certaines catégories d'élèves, parce qu'elle fonctionne souvent d'une manière très élitiste, et la compétitivité, la recherche de la performance bénéficie aux meilleurs et laisse de côté beaucoup d'autres. Et de surcroît, elle culpabilise ceux qui échouent, hein, parce que s'ils échouent, on dit c'est de leur faute, parce qu'ils ont été traités comme les autres, ils sont responsables de leur échec. Et c'est pourquoi il me semble qu'une attention spéciale, des efforts spéciaux en direction de catégories d'élèves défavorisés n'est pas contradictoire avec un fonctionnement démocratique de l'école, et elle pourrait même être une condition nécessaire pour promouvoir un tel fonctionnement démocratique de l'école, si elles étaient conçues comme une étape, un moment à déployer pour ramener l'ensemble des élèves au régime commun. Mais bon, j'avance cela sous toute réserve, et pour discuter, pour susciter la discussion, que beaucoup d'entre vous sont plus aptes que moi pour la faire avancer. Et bon, je m'en tiendrai là, enfin, en m'excusant de ne pas avoir donné une place plus grande à l'école, mais bon, je vous avais prévenu que je ne pouvais pas le faire, mais je souhaite seulement qu'à partir de ce que j'ai dit, il y a matière à poursuivre la discussion, y compris sur ce point. Et en tout cas, en attendant, je vous remercie de votre attention.